Un nouveau départ pour l'Afrique, la monnaie de la souveraineté. Salut à tous et bienvenue sur la Une. On entend souvent dire que l'union fait la force. Pour un pays, cela est particulièrement vrai, surtout quand il s'agit de s'affranchir de vieilles chaînes. Le Burkina Faso vient de lancer un pavé dans la mare de la finance internationale, une initiative qui a pris le monde entier de court. Le président Ibrahim Traoré a dévoilé une nouvelle monnaie panafricaine, l'afro. Une monnaie qui, au lieu de dépendre d'une puissance étrangère, est adossée à la richesse du continent, l'or, le cobalt et le pétrole. Un geste audacieux qui remet en question des décennies de domination monétaire. Mais pourquoi maintenant? Le poids de l'histoire. Quand les pays africains ont obtenu leur indépendance politique, beaucoup ont cru que la vraie liberté était acquise. Les drapeaux ont changé, les hymnes nationaux ont retenti. Pourtant, une emprise invisible demeurait, le contrôle monétaire. Une chaîne qui, loin d'être légère, était un véritable fardeau. L'Afrique d'aujourd'hui n'a pas besoin de chars sur son sol pour être soumise. Il suffit de manipuler la monnaie dans les poches de ses citoyens. C'est ce que Traoré a saisi avec une clarté déconcertante. Alors que d'autres politiciens attendaient patiemment l'aide du FMI, il a compris que l'argent lui-même était devenu une arme contre eux. Le franc CFA en est l'exemple le plus flagrant. Ce n'est pas une monnaie africaine. C'est un instrument étranger déguisé, né des cendres de l'ère coloniale française. Il maintient 14 nations africaines sous la tutelle du Trésor français. Ces pays ne peuvent pas imprimer leur propre argent sans permission et sont forcés de conserver une grande partie de leurs réserves de devises dans des banques françaises sans aucun intérêt. Dans les faits, cela signifie que ces nations sont indépendantes uniquement sur le papier. Elles ne peuvent pas protéger leurs économies en temps de crise ou stimuler la croissance quand l'inflation s'installe. Les décisions qui impactent la vie de millions de personnes sont prises loin de leur capitale. Mais la donne est en train de changer. La géopolitique qui soutient ce système s'effrite. L'influence de la France vacille en Afrique de l'Ouest. Les transitions militaires au Mali, au Niger, en Guinée et maintenant au Burkina Faso rompent avec les anciennes alliances. Ce n'est pas une simple rébellion, mais une refonte complète. Traoré a compris qu'une révolution n'est jamais achevée tant que l'économie continue d'utiliser la monnaie de l'oppresseur. Pour lui, lancer l'afro n'était pas un choix, c'était une nécessité. Une monnaie, un manifeste. Le système mondial actuel punit toute tentative de dédollarisation ou d'abandon du CFA. Ces pays se voient immédiatement sanctionnés, dégradés financièrement ou pénalisés. Plutôt que de réparer un système défaillant, Traoré a choisi de bâtir une nouvelle fondation, une que personne de l'extérieur ne pourrait affaiblir ou dévaluer. Et il n'est pas seul dans cette vision. Partout sur le continent, des dirigeants observent et des mouvements de jeunesse, désabusés par les structures passées, sont prêts à se battre pour une vraie souveraineté, et non pour une énième obligation. Mais une nouvelle monnaie n'est qu'un premier pas. Pour que l'afro soit plus qu'une simple protestation, il doit véhiculer un message puissant, un message qui s'imprime dans l'esprit des gens. Et la question est, qu'est-ce que l'afro dit au monde? En général, les gouvernements impriment sur leur monnaie des symboles de leur histoire et de leur puissance. Au Royaume-Uni, ce sont les monarques et les symboles de l'ère des Lumières. En Europe, les billets montrent des ponts et des portes, symboles d'unité et d'expansion. L'afro, lui, ne cherche pas à reproduire l'histoire, il la réécrit. Chaque billet afro est un manifeste. L'iconographie n'est pas neutre, elle est chargée. Traoré n'a pas choisi de monuments ou d'art abstrait. Il a choisi des révolutionnaires qui ont été assassinés, exilés ou diabolisés par les mêmes pouvoirs que l'afro est censé affronter. On retrouve Thomas Sankara, assassiné après avoir lutté contre les systèmes financiers occidentaux, et Patrice Lumumba, détruit et exécuté avec la complicité de puissances étrangères. Il y a aussi la reine Zanga, qui a mené une résistance de plusieurs décennies contre la colonisation portugaise, et Nelson Mandela, qualifié de terroriste par les nations qui le célèbrent aujourd'hui. Ces figures ne sont pas là pour la nostalgie, mais pour changer la perception du pouvoir chez les Africains. Le pouvoir n'est pas une validation extérieure, mais une force qui émane de l'intérieur. Les portraits sur ces billets ne sont pas de simples illustrations. L'expression de Sankara est intense, presque combative. Les yeux de Lumumba sont remplis d'une fureur contenue. La reine Zanga n'est pas en retrait, elle est au centre, un poing serré. Le portrait de Mandela n'est pas celui du vieil homme bienveillant, mais du jeune combattant anti-apartheid. La typographie elle-même est un défi. Le mot afro ne se fond pas dans le décor, il domine le centre du billet. Sur certaines coupures, on trouve des inscriptions en plusieurs langues africaines, un rejet calme et puissant de l'impérialisme linguistique. Les pièces de monnaie, de leur côté, sont des micro-monuments,
avec des cartes de l'Afrique sans frontières coloniales, des points levés et des arbres de baobab entremêlés de circuits électroniques. C'est une référence directe à la souveraineté technologique et à l'émergence de la puissance numérique africaine. La panique des élites mondiales n'est pas uniquement économique. C'est une peur de perdre le contrôle du récit. Le design de la monnaie est un outil d'éducation quotidienne. Il enseigne à qui se souvenir, à qui admirer et à qui se méfier. La monnaie nord-africaine a toujours porté les valeurs du Nord. L'afro, lui, est un concentré de fierté africaine. Plus encore, il met la pression sur les dirigeants africains eux-mêmes. On ne peut pas applaudir Sankara publiquement tout en signant des accords militaires avec les pays qui ont contribué à sa chute. On ne peut pas poser avec l'image de Lumumba sur un billet de banque tout en quémandant des dîners du FMI à Bruxelles. L'afro n'est pas seulement une monnaie, c'est un miroir. Et pour beaucoup, ce miroir est très inconfortable. La vraie peur n'est pas que l'afro échoue, c'est que les gens y croient, parce que la foi est contagieuse. Et une fois qu'elle est incarnée dans quelque chose de tangible, elle devient très difficile à tuer. Mais la foi seule ne suffit pas. L'afro doit être intouchable, protégé du sabotage et des attaques. Alors, comment le projet d'Ibrahim Traoré a-t-il été conçu pour résister aux interférences étrangères? Une forteresse technologique. L'histoire est pleine d'expériences monétaires africaines qui ont échoué, non pas à cause d'une mauvaise économie, mais à cause d'attaques ciblées par les mêmes pouvoirs qui les menaçaient. Traoré a étudié ces erreurs. Le développement de l'afro n'était pas une question de comment le créer, mais de comment le protéger de la première cyberattaque. Et ne vous y trompez pas, cette attaque viendra. Qu'il s'agisse de manipulation de devises, de fraude numérique ou de restrictions sur des systèmes de paiement internationaux comme le SWIFT, l'Occident dispose d'un arsenal d'outils pour neutraliser l'indépendance financière. L'afro est conçu pour contrer ces menaces avant même qu'elles ne soient mises en œuvre. La principale garantie est sa fondation sur la blockchain. Bien que des billets physiques et des pièces de monnaie circuleront pour des raisons d'accessibilité, l'afro est fondé sur un registre numérique décentralisé et partagé entre plusieurs nations africaines. Cela signifie qu'aucun serveur ne peut être mis hors ligne. Aucune banque centrale étrangère ne peut en limiter la circulation. Chaque transaction peut être vérifiée en temps réel sans passer par une chambre de compensation étrangère. Ce système n'est pas calqué sur les crypto-monnaies occidentales, mais il est centré sur la sécurité et la souveraineté numérique. L'infrastructure blockchain est hébergée dans des centres de données contrôlés par l'Afrique, souvent alimentés par des énergies renouvelables pour réduire la dépendance à l'électricité importée. Mais la technologie seule ne protège pas une monnaie du sabotage. L'équipe de Traoré a pensé à tout, y compris aux routes commerciales. L'afro sera d'abord adopté pour les transactions intra-africaines dans des secteurs où l'Afrique a le pouvoir. Les exportations d'argent du Burkina Faso, de cobalt du Congo, de pétrole du Nigeria ou d'uranium du Niger. Ces marchandises sont si cruciales que les acheteurs ne peuvent pas facilement les boycotter sans se tirer une balle dans le pied. Autrement dit, Traoré utilise les ressources les plus demandées d'Afrique comme un levier de sécurité. Un réseau de paiement parallèle est également en construction, similaire au SPFS de la Russie ou au CIP de la Chine, développé après des sanctions occidentales. Ce canal de paiement africain fonctionne indépendamment de SWIFT. Si l'Occident tente de déconnecter les utilisateurs de l'afro du système mondial, ils pourront toujours commercer entre eux et avec des partenaires comme la Chine, la Russie ou la Turquie, sans interruption. Un autre rempart est le modèle de réserve multiressources. Contrairement aux monnaies traditionnelles liées à une seule matière première comme l'or, la valeur de l'afro est ancrée dans un panier de ressources africaines. Cela le rend beaucoup plus résistant à la manipulation. Une chute du prix de l'or peut faire mal, mais elle ne détruira pas l'afro, car les réserves de cobalt, de pétrole et d'autres ressources conserveront leur valeur. C'est une police d'assurance intégrée dans l'ADN même de la monnaie. Enfin, l'architecture de l'afro anticipe même le sabotage humain, celui qui vient de l'intérieur. Les élites financières africaines qui profitent de la dépendance étrangère peuvent faire échouer un projet plus rapidement que n'importe quelle banque occidentale. Pour contrer cela, l'afro sera adopté de manière progressive, en commençant par les nations alliées dirigées par des gouvernements militaires ou réformistes, avant de s'étendre à l'ensemble du continent une fois que le système aura prouvé sa stabilité. Cela limite l'influence des acteurs hostiles durant la phase de lancement. Ce qui émerge, ce n'est pas un idéal fragile, mais une monnaie forteresse conçue pour survivre aux tempêtes politiques, aux sièges économiques et aux attaques technologiques. Mais la survie n'est qu'une partie de l'histoire. Pour que l'afro-monnaie réalise sa mission, elle doit s'intégrer dans un écosystème plus large où les produits, les personnes et les richesses africaines peuvent circuler sans entrave. Ce qui nous amène à la question suivante. Comment l'afro s'inscrit-il dans le plan plus vaste de Traoré pour une Afrique économiquement unie et sans frontières?
Un continent uni. Une monnaie forte peut survivre aux attaques. Une économie forte peut surmonter les sanctions. Mais un continent fragmenté restera toujours vulnérable. Traoré a compris que l'Afro, aussi sécurisé soit-il, serait voué à l'échec s'il ne tenait pas compte des réalités du commerce intra-africain. Aujourd'hui, les biens qui circulent d'un pays africain à l'autre sont confrontés à de multiples frontières, des délais de dédouanement et un labyrinthe de tarifs qui consomment temps et profit. Ce n'est pas un accident. C'est l'architecture d'un système commercial de l'ère coloniale, conçu pour déplacer les ressources africaines vers l'extérieur et non vers l'intérieur. L'Afro n'est donc pas la fin du jeu, mais la clé d'une structure bien plus grande, une Afrique intégrée, où l'argent, les biens et les personnes circulent aussi librement qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Au cœur de cette vision se trouve la ZLCAF, zone de libre-échange continentale africaine. Signé par presque tous les pays africains, cet accord vise à créer un marché unique en supprimant les tarifs sur 90% des biens et en simplifiant les procédures douanières. Le potentiel est colossal, mais un obstacle majeur demeurait, la fragmentation monétaire. Avec plus de 40 devises nationales en circulation, les commerçants perdaient de l'argent et du temps en convertissant les paiements, souvent en utilisant l'USD ou l'euro comme intermédiaire. L'Afro élimine ce problème du jour au lendemain. Imaginez un acheteur de fèves de cacao en Côte d'Ivoire qui vend directement à un chocolatier au Kenya. Aujourd'hui, cette transaction impliquerait la conversion du franc CFA en dollars, puis en shilling kényan, avec des frais à chaque étape. Avec l'Afro, c'est une seule transaction, une seule monnaie, sans intermédiaires bancaires étrangers. L'efficacité économique est évidente, mais il y a un effet encore plus profond. Une monnaie partagée devient une identité partagée. Traoré associe l'Afro à deux autres outils de libération, un passeport africain et des corridors de transport continentaux. Ce passeport permettra à tout citoyen africain de vivre, travailler et voyager n'importe où sur le continent sans visa. C'est une attaque directe contre les frontières coloniales tracées en 1884 à la Conférence de Berlin. Les corridors de transport, les lignes ferroviaires à grande vitesse, les ports modernisés et les réseaux énergétiques transfrontaliers vont, quant à eux, connecter physiquement les marchés isolés. Ces trois outils fonctionnent de concert. Les corridors de transport débloquent l'accès physique. Le passeport débloque la mobilité humaine. L'Afro débloque la fluidité financière. Aucun ne peut fonctionner seul. Sans un mouvement sécurisé des personnes et des biens, l'Afro serait une forteresse sans porte. Sans l'Afro, la libre circulation dépendrait de systèmes de paiement contrôlés par l'étranger. Ensemble, ils créent quelque chose que l'Afrique n'a jamais eu dans l'histoire moderne, une souveraineté économique à l'échelle continentale. Les effets potentiels sont stupéfiants. Un marché africain unifié de 1,4 milliard d'habitants utilisant une seule monnaie serait la plus grande zone monétaire commune au monde en termes de population. Elle rivaliserait avec l'Union européenne en termes d'échelle économique et la surpasserait en richesse de ressources. Un tel pouvoir change les termes des négociations avec les partenaires étrangers. L'Afrique ne se présentera plus comme des dizaines de petites économies, mais comme une seule et puissante entité. La question de la survie. Mais cette unité ne viendra pas sans ses ennemis. Une Afrique sans frontières, avec sa propre monnaie et son passeport, menace non seulement les puissances étrangères, mais aussi les élites internes dont l'influence dépend de la dépendance et de l'isolement de leur nation. Ces acteurs, de l'intérieur comme de l'extérieur, ne resteront pas les bras croisés. Ce qui nous amène à la dernière question. Si l'Afro et le plan de Traoré sont si révolutionnaires, qui a le plus à perdre et j'esquiront-ils pour l'arrêter? C'est ici que la lutte devient dangereuse. Chaque monnaie raconte une histoire, mais l'Afro raconte une histoire que beaucoup préféreraient ne jamais entendre. Pour les puissances étrangères, ce n'est pas seulement une menace pour leur balance commerciale, c'est une menace pour leur contrôle. Pour certaines élites africaines, c'est une menace pour leur position. Et pour les marchés mondiaux, c'est une menace pour une habitude bien ancrée, traiter l'Afrique comme un fournisseur et non comme un concurrent. Les premiers à en faire les frais seraient les pays qui dépendent des monnaies africaines. La croissance de l'afro-monnaie signifie une érosion directe de l'accès à ces systèmes, et avec cela, de leur capacité à influencer les économies de l'Afrique. La perte n'est pas seulement économique, elle est aussi symbolique. Elle marquerait la fin d'un empire monétaire. Ensuite, ce sont les institutions financières occidentales comme le FMI et la Banque mondiale qui en pâtiraient. Leur influence dépend de la capacité des nations africaines à contracter des emprunts en devises étrangères. Un continent qui commerce principalement en afro, adossé à ses ressources, réduira cette dépendance. Sans emprunt, ces institutions perdront leur pouvoir d'attacher des conditions à leur aide, des conditions qui ont historiquement inclus la privatisation des actifs publics et l'ouverture des marchés aux entreprises étrangères.
Mais l'opposition la plus dangereuse viendra peut-être de l'intérieur de l'Afrique. Il y a des dirigeants, des banquiers et des ministres dont la fortune et la survie politique dépendent des liens avec l'étranger. Ils ont bâti leur carrière en négociant des paquets d'aide et en facilitant des transactions qui maintiennent leur pays dans l'ancien système. Pour eux, le succès de l'afro signifierait la perte d'argent et d'influence. L'histoire nous offre une réalité sombre. Les leaders qui ont tenté des changements structurels similaires, de Lumumba à Sankara en passant par Kadhafi, n'ont pas seulement été confrontés à une opposition. Ils ont été éliminés. Les outils vont des campagnes de propagande à l'intervention militaire. À l'époque moderne, les méthodes sont plus subtiles. Attaques cybernétiques, vol de capitaux coordonnés pour créer des crises artificielles et campagnes de désinformation pour saper la confiance du public. Traoré semble être conscient de ces risques. Sa stratégie de lancer l'afro au sein d'un groupe de nations alliées relève autant de la résilience que de la logistique. Plus les pays adoptent et protègent le système taux, plus il sera difficile de le détruire sans une confrontation géopolitique majeure. C'est pourquoi le soutien du Mali, du Niger, de la Guinée et du Tchad est plus que symbolique. Il forme un bloc défensif. Le paradoxe est que les forces qui tentent de détruire l'afro prouvent justement pourquoi il est nécessaire. Plus elles s'y opposent, plus il devient clair que la souveraineté économique de l'Afrique a toujours été une menace pour le pouvoir de quelqu'un d'autre. La question n'est donc plus de savoir si l'afro peut fonctionner. La question est de savoir si l'Afrique est prête à le protéger à tout prix. Parce que cette fois-ci, la guerre pour l'avenir du continent ne se joue pas sur le champ de bataille. Elle se joue dans les poches de 1,4 milliard de personnes. Qui contrôle l'argent dans la poche de l'Afrique? Un pays peut-il être libre si sa monnaie ne l'est pas? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Pour plus de vidéos sur la culture, l'histoire et la civilisation africaine, abonnez-vous à notre chaîne La Une et activez la cloche. À très bientôt.